Dans les images marocaines que nous avons tous dans la tête, le photographe n'est jamais loin. Qu'il voyage en 4x4 ou à dos de mulet, comme tous ceux qui l'ont précédé depuis le début du siècle sur les routes de l'Atlas ou du Rif, le photographe fait partie de l'image. Sans doute parce qu'il n'est pas simplement le porteur de plaques ou le pouce-bouton que la tradition a longtemps voulu voir en lui, mais parce qu'il est l'acteur d'une chasse plus subtile, qui le conduit aux frontières de ce qu'il est possible de voir ou de ne pas voir, de montrer ou de ne pas montrer, et que l'aventure de son regard est aussi la nôtre. Combien de fois on m'a demandé, vous êtes photographe de quoi? D'architecture, de portrait, vous faites du reportage. Et là, ce que j'aime, moi, c'est que je fais tout. C'est vrai que si je rencontre des gens, je peux avoir envie de faire leur portrait. Si je vois des maisons intéressantes où la lumière joue, j'ai envie de les photographier. Mais sans être ni photographe de ci ou de ça, quoi. En fin de compte, ce sont des éléments qui vont s'associer après dans une série et donner une image comme ça d'un territoire et essayer d'en tirer une certaine beauté. Aujourd'hui, on ne peut plus découvrir une terre non photographiée. Ça n'existe pas. Je pense que dans le monde, tout a été photographié. Mais il y a toujours une manière contemporaine de revoir les choses. Et c'est vrai que la photographie au début du siècle devait être beaucoup plus documentaire, devait informer, on devait ramener des informations à la ville, etc. Aujourd'hui, le problème, il n'est plus là. Le problème, il est d'avoir un regard d'auteur personnel. Donc, par exemple, quand je vois ces maisons berbères qui sont étonnantes, c'est vrai que j'ai envie de les photographier. Comment je me pose pas trop la question. Il arrive forcément un moment où il se passe quelque chose avec la lumière, les matériaux. Donc là, on rejoint un petit peu la montagne. Et évidemment, je traite un sujet. Je suis un peu le cul entre deux chaises. Je fais une photo qui est à la fois documentaire, mais je voudrais que ce soit aussi mon imaginaire qui soit montré. Donc je suis un petit peu dans cet équilibre entre le réel, avec tout ce qui pourrait avoir d'exotique, et puis mon imaginaire qui n'est pas forcément à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc je suis un petit peu dans... Mais c'est vrai qu'un jour, en allant au souk, j'ai vu cette image, et pour moi, j'ai vu un ange un peu diabolique avec son aile noire, et c'est ça que j'ai eu envie de photographier. C'est pas spécialement les gens. La principale différence entre photo moderne et photo ancienne, c'est sans doute celle-là. Les photographes anciens étaient amateurs de types humains,
qu'ils collectionnaient dans leurs albums à la manière des géographes ou des naturalistes. La photographie était vraiment au service d'une sorte d'inventaire général du monde. Alors qu'aujourd'hui, son ambition est plutôt de saisir une autre dimension des êtres et des choses, une dimension cachée, entre visible et invisible, qui puisse en tout cas aider à passer de l'autre côté du décor de la réalité, surtout lorsque celle-ci, comme au Maroc, a toutes les séductions de l'exotisme. C'est une histoire, quoi. C'est un peu mon histoire à moi, de comment je suis venue à la photo. Évidemment, au début, je prenais des photos d'architecture, comme ça, puisque c'était mon métier. C'était le prolongement de mon métier. Enfin, je suis architecte, je devrais construire, mais... J'ai commencé à faire des photos d'architecture, de bâtiments qui allaient disparaître ou qui sont dans un état vétuste ou qui me semblaient intéressants sur l'aspect architectural et qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas. Et donc, je fais ce travail en dilettante. Et j'ai pris donc ces bâtiments qui ne sont pas que les vestiges de ce qu'on a appelé l'architecture coloniale, mais d'une architecture qui, pour moi, est en train de disparaître. La première chose que j'ai appris en architecture, c'est d'apprendre à regarder. Et donc d'avoir toujours l'œil en observation, qui travaille. Donc on est là, la tête levée, me baisser, machin, regarde. Et un matin, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui dormaient dans les chicanes, dans les impasses, ou dans des passages de justement ces immeubles ou ces détails que je voulais prendre en photo. Et mon regard a changé d'optique, quoi. Il n'était plus au niveau de l'immeuble ou de la maison, il était par terre et il était au niveau de l'enfant. Toutes ces séries, ça s'est fait à peu près sur 2 ans. J'ai donc commencé par prendre des gamins de Casablanca. Et à ce moment-là, chaque photo a été une histoire. Chaque gamin a été une histoire. Et ce matin-là, j'étais avec un éducateur d'une association Baïti qui s'occupe des enfants des rues. Et puis bon, on l'a approché, ce gamin, il pleurait, il n'arrivait même pas à parler. Et quand on a pu l'interroger, lui dire qu'est-ce qui se passe, on a fini par comprendre, à travers les bribes de ce qu'il a dit, qu'il était venu d'un petit patelin à côté de Casa pour se balader dans Casa. En fait, il avait entendu que c'était une grande ville et que c'était merveilleux, et qu'il pouvait prendre le car ou le train, je ne sais plus comment il est venu, et puis se faire une petite balade. Et voilà que le soir est tombé, qu'il n'avait plus de sous, qu'il ne pouvait plus retourner chez lui, et il a été donc violé, agressé par des grands. Et le matin, il était complètement perdu dans la ville.
Alors bon, ce gamin, il est là, en pleurs, il est là. Et je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette photo, parce que j'étais tellement prise avec le gamin, à discuter avec lui, j'ai pris quelques clichés, et c'est après coup que je me suis rendu compte du poids d'un viol d'un gamin dans la rue le matin tôt. Et c'est absolument incroyable de se dire que les gens vont à leur travail tous les matins, qu'ils enjambent des corps de petits gamins et qu'ils ne les voient plus. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, il faut témoigner. Je trouve que la photo est un outil fabuleux pour ça, parce que d'abord, c'est un langage simple, c'est le noir et blanc et c'est la lumière, et puis vous êtes toujours en contact avec des gens. Et les gens veulent se raconter, pour un peu que vous les écoutiez. Et c'est des enfants qui marchent beaucoup. C'est ce qui nous ramène à toute cette série de photos où souvent je les ai suivis, je les prenais et ils marchent. Ils marchent, en fait, je me suis rendu compte que comme ils n'ont pas d'endroit où dormir et que pour essayer d'éviter justement ces violences qu'ils pourraient avoir, alors ils essaient de marcher beaucoup. Ils marchent. Donc la photo, elle se fait comme ça. C'est plus vous qui la maîtrisez, c'est quelque part le sujet qui s'impose à vous. Et des choses, moi, avant de passer à l'acte de photographie, j'avais des tas de photos dans la tête, comme tout le monde, je suppose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe au moment de déclencher? Et c'est cet instant-là, il n'est pas né du hasard de l'instant, c'est votre histoire, c'est vous, c'est tout ce que vous transportez qui sort à ce moment-là. C'est peut-être ce qu'on appelle le regard. Je pourrais, moi, faire l'histoire d'un lieu, non pas par les photos, je pourrais le faire par des interviews, par des documents, par des habits, mais je pense que des photos, c'est incapable de témoigner de la vie de personne. Pour moi, c'est mon point de vue. Ce serait leurrer les gens qui regardent les photos, les gens qui sont pris en photo, que de présenter leurs photos comme un témoignage d'une époque révolue ou disparue. C'est peut-être par impuissance que je fais ça, pour fuir les responsabilités, mais pour moi, c'est une question de respect, c'est-à-dire de ne pas mentir aux gens. Et puis, c'est une question de réalisme, et puis de choix personnel, d'égoïsme. Pour moi, une photo, bon, là, j'ai photographié une idée qui est venue, des pieds, et puis des visages, plus ou moins qui regardent les pieds, un petit travail comme ça, parce que la lumière est très belle. Mais lorsque j'aurai la photo, si elle est réussie, je ne pourrais pas dire que ça témoigne de la Médina de Meknès en 1999. Pour moi, ce serait mentir aux gens. Ce serait vraiment mentir aux gens. Voilà, c'est ça. J'ai horreur de mentir. Il y a beaucoup de personnes qui voient mes photos qui disent que ce sont des témoignages, alors que moi, ma manière de cadrer, ma manière de faire un travail personnel, c'est surtout pour éviter de jouer ce rôle de témoin. Mais là, on en revient à la différence des lectures. Bon, il y a plusieurs lectures qu'on peut faire d'une même photo. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, je préfère ne pas voir de face les gens que je prends en photo. C'est pas de la peur, c'est pas de la lâcheté, c'est plus du respect pour moi, c'est plus de la timidité, de la réserve, c'est plus du respect. Tu le verras dans la plupart de mes photos, c'est rare que je vois un personnage de face, parce qu'on n'a pas cette tradition que vous avez en Occident, c'est-à-dire cette tradition de portrait qui vient de la peinture, donc il y a toute une histoire. Chez nous, le portrait est venu comme ça, c'est-à-dire photo d'identité. Pendant le protectorat, pour faire sa carte, etc., sa carte d'identité. Donc c'était collé, c'était la même chose qu'une photo d'identité, c'est-à-dire quelque chose de banal. C'est pour ça qu'il y a, je pense, peu de photographes qui travaillent sur le portrait.
Il faut qu'une photo respire non pas à l'intérieur, mais vers l'extérieur pour moi. Il y a des gens qui veulent qu'une photo respire à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ait tout et un espace vide. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, il faut qu'une photo respire à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle souffle un peu vers l'extérieur, qu'elle ramène le regard de la personne qui la regarde vers l'extérieur en lui donnant des suggestions peu ou trop, ça c'est pas très important, mais surtout qu'il y ait un hors-champ comme pour le cinéma, quelque chose de construit. Pour moi, c'est aussi ça. C'est-à-dire, si par exemple je n'ai besoin que d'un nez, je prendrai que le nez, je ne prendrai pas tout le visage, même si beaucoup de personnes me diront non, ça c'est très mal cadré, etc. Pour moi, je prends juste le strict minimum qui m'intéresse dans ma vision et de ma construction de la photo. Pour moi, c'est surtout ça. Le rôle de l'artiste, c'est toujours de casser les règles que son prédécesseur a mis en place, d'une part. Est-ce que c'est casser une beauté pour en réinventer une autre, ou est-ce que c'est casser une beauté pour parler d'autres problèmes qui peuvent être sous-jacents dont on n'a jamais parlé? C'est ça. Alors si c'est pour reconstruire une autre forme d'esthétisme, on voit ça dans certains mouvements d'art contemporain où on casse de façon très visible les règles de la décennie d'avant et en fin de compte pour en mettre en place d'autres tout aussi esthétiques. Donc ça c'est une chose. Mais peut-être aussi qu'il y a besoin de casser une certaine beauté, une certaine image, en fin de compte, une image, pour aller un petit peu quand même parler de choses qui sont en dessous et qui peuvent être préoccupantes. Pas forcément pour critiquer, ça peut être aussi pour dire mais regardez, vous avez oublié de dire que ça aussi c'est très beau. Voilà, mais ça c'est le rôle de tout artiste et notamment des photographes qui sont quand même des gens la plupart du temps en rapport à la réalité, qui se servent de la réalité comme matière première, quoi. Moi, je trouve que le Maroc était photographié peu par les Marocains. Il était trop photographié par des gens qui viennent de l'extérieur. Et même, je peux dire, il n'était pas trop photographié parce qu'on a photographié que les choses extérieures. Il n'y a pas un travail. Moi, lorsque je vois la France, on peut dire que la France est un pays qui était très bien photographié, dans les deux sens. Il y a là la photographie, l'image, souvenir, entre guillemets, carte postale, monument et tout, mais il y a aussi un travail qui est intérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce travail-là. Pour moi, la photographie, c'est une écriture. C'est pas avoir un appareil photo, appuyer sur le cliché et sortir la photo. Pour moi, ça, tout le monde fait ça. Moi, comme je dis, je suis venu à la photographie par Cartier-Bresson, à qui je dois tout, parce que moi, j'ai terminé mes études, je rentre dans une galerie par hasard, je vois les images de Cartier-Bresson, j'étais comme si j'ai reçu une claque. Je dis, tout ce que j'ai fait maintenant, il n'y a plus cette force que je vois dans ces images. Et je suis parti de cette idée-là. Et à partir de ce moment-là, peut-être aussi, j'ai dit, donc cette photographie qui est basée, le travail de Cartier-Bresson, elle est basée sur l'instant décisif. Mais il manquait quelque chose. Et c'est par là que j'ai découvert Robert Frank. Et donc je suis parti
aussi dans cette direction de cette photographie américaine, donc de la française, bien sûr, à cette... Et donc je me suis beaucoup intéressé à Robert Frank et j'ai beaucoup aimé cette image où il n'y a plus de photographie parce que tout est basé sur l'accident pour moi. C'est-à-dire les photos belles, c'est les photos ratées. المطرقة هاي هذه يا اخي هذا السمك ديالنا جا شو هدا عمرت بزاف عمرت بزاف القياس والله الدراري شريهم فين هو عمر؟ انا دا تما هاكا فيها Moi, je trouve que l'acte photographique, c'est un acte, comme un acte d'amour. Bien sûr, nous, on a un regard parce qu'on veut laisser une trace. Donc, c'est un moment d'amour qu'on vit. Mais il y a aussi le respect de l'autre. Il ne faut pas, comme je dis toujours, moi, il y a même des moments maintenant où, à la limite, il y a des gens qui me demandent de les photographier, je ne les fais pas. Par exemple, c'est-à-dire, et le contraire. Moi, je photographie que la société, donc je suis un témoin parmi tous les témoins. Donc, il n'y a pas ni d'agressivité, de ne pas de... Et je connais mes limites. En tout cas, nous, les Marocains, on a toujours une limite qu'on sait qu'il ne faut pas la dépasser. Dans toute société, mais au Maroc peut-être plus qu'ailleurs, la limite la plus sensible est celle qui sépare les territoires du public et du privé. Le domaine de la rue et de l'espace ouvert et celui de la maison et de l'intimité dérobée au regard. Naturellement, la tradition du voile féminin, qui matérialise cette limite, a dès le début proposé un défi aux photographes européens. Parmi tous ceux qui en ont subi la fascination, un homme s'est spécialement illustré, comme le photographe du voile marocain et du drapé arabe, le psychiatre français Gaëtan Gassian de Clérambault, qui a séjourné au Maroc entre 1915 et 1919. Arrêtez-vous là. Avancez encore un peu. Voilà, voilà, voilà. On attribue à Clérambault des milliers de clichés comme celui-là, déclinaison obsessionnelle de la même figure féminine drapée à l'antique dans l'étoffe du haïk. Du drapé ou de l'étoffe, il est difficile de savoir ce qui l'intéressait le plus. Le drapé pour le mouvement du corps qu'il révèle et dissimule à la fois, l'étoffe pour la sensualité de sa matière, principal aliment, selon lui, de la passion érotique chez la femme. Aïcha 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 ما تخافيش يا أجلده لا هكذاك هزي دراك لا لاهور الفوق ما زال رهانك بجوجي فركت رهانك زيدي ما زال هكذاك
c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de photographier ce type de gens qui sont en rapport étroit avec leur terre. Mais ça pourrait être des paysans des Alpes, hein, ou de l'Ardèche, hein. Ce serait le même propos. Ce qui m'intéresse, c'est de partir d'un lieu comme ça où les gens sont encore en étroite relation avec leur terre et en tirent des valeurs qui, moi, m'intéressent. Mais c'est pas de montrer tout le folklore qui va avec, hein. C'est de montrer quelque chose de plus universel que ça, de montrer que ce rapport à la terre peut rendre beau, si je schématise un petit peu. Et c'est vrai que je veux arriver à montrer comment les gens peuvent être à la fois beaux, élégants, riches d'une certaine manière, dans cet élément plutôt hostile. On a tous des dizaines d'images du Maroc en couleur dans la tête. Et c'est vrai qu'en venant ici la première fois, des images noires et blanches, j'en avais pas beaucoup. J'avais vu des photos anciennes, même de ces vallées, des photos du début de siècle de ces vallées, et qui étaient en noir et blanc, et qui avaient cet aspect de matière un peu brute, comme ça, en noir et blanc. On le retrouve aussi, par exemple, sur cette image-là, qui n'est pas faite dans cette vallée, hein, qui est faite dans le massif du Toubkal. C'est vrai qu'il y a dans cette image peut-être moins de documentaires qu'aurait fait un photographe du début du siècle, et plus un jeu avec la photographie elle-même. C'est un petit peu un jeu sur le cadrage, un jeu sur l'image dans l'image, ou des choses comme ça. Donc, qui sont des choses plus contemporaines, parce qu'aujourd'hui, on peut plus photographier de façon naïve, juste pour ramener une information, comme on pouvait le faire avant. En fait, ce que je fais sur le Maroc, c'est un travail dans le temps. D'abord, il faut dire que je suis né au Maroc. Et j'ai véritablement photographié le Maroc depuis une trentaine d'années maintenant. Le Maroc est un pays où les traditions sont très fortes, mais c'est également un pays de modernité. Donc les choses changent. Et le travail d'un photographe, dans un cas de figure comme celui-là, c'est justement de pouvoir sauver, mémoriser des situations qui sont en train de disparaître. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. C'est un Smara. On retourne à Essaouira. Voilà cette ombre-là est gênante à droite. En fait, cette photo, je la recadre toujours légèrement. Il y a beaucoup de photographes qui viennent au Maroc comme ils iraient au Mexique ou en Inde, parce que c'est un pays de lumière et où on peut encore croiser ou photographier des scènes que Delacroix a peint, par exemple, il y a un siècle et demi. Et c'est vrai que j'imagine mal le Maroc, pour ce qui me concerne, photographié en noir et blanc. J'adore le noir et blanc, mais le Maroc est véritablement un pays de couleurs. Il y a des couleurs magnifiques qui sont dues souvent à l'utilisation de matériaux naturels comme le pisé, la terre battue,
l'habillement, qui sont des... enfin, maintenant ça change, mais la laine. Bref, il y a une harmonie naturelle qui fait qu'on a envie de faire de la couleur. Et après tout, si des peintres que j'admire beaucoup, comme Matisse, avaient peint en noir et blanc, je sais pas, enfin, ça aurait certainement une grande force artistique, mais peut-être que ça aurait été un petit peu un massacre, enfin une erreur. En fait, le Maroc est un pays extrêmement visuel, mais un vrai cauchemar pour les cinéastes ou les photographes. Parce que n'oublions pas qu'on est en terre d'islam, c'est un islam tolérant, mais que pour beaucoup de gens encore, aujourd'hui, la photographie est tabou. Et puis on ne pénètre pas dans une maison comme ça. Il faut énormément de patience et c'est très difficile de photographier ce que l'on voit. Parce qu'en une fraction de seconde, les gens s'écartent ou ne veulent pas être photographiés. Peut-être que dans certaines situations, le fait d'être marocain permet de mieux se fondre dans la foule et ça peut être un avantage. Si on prend un photographe comme Daoud, parce qu'il est marocain, il photographie mieux? Bon, d'abord, c'est un excellent photographe. Photographie avec des cadrages modernes, pas du tout classiques. Le fait même que c'est du noir et blanc et donc il y a une abstraction, ça donne une très grande force qu'on n'a pas toujours en couleur. À une image, on peut enlever de la couleur et on fait du noir et blanc. On peut aussi lui ajouter du mouvement et on fait du cinéma. Daoud est le premier photographe marocain à avoir franchi ce pas et à s'être essayé au rôle de passeur entre l'image fixe et l'image animée. معرفتكم ما كتعرفوش هذا الرجل هذا الله ودي هذا عباس الحوات ولا ما عرفوش عارف درت التصويره ديالو الله يجازيكم بخير ما تعرفوش شيء يمكن لي نلقاه شوف ليه عند الحواس هذا. Son cinéma est directement issu de ses photos, au point que la plupart d'entre elles semblent être des cadrages de repérage pour des plans à mettre en scène, qu'il s'agisse de documentaire ou de fiction. Et quand la fiction invente une histoire, c'est celle d'un homme qui, comme par hasard, est confronté à l'énigme d'une photo. En noir et blanc, elle aussi, naturellement. Je ne dis pas que le noir et blanc c'est mieux que la couleur, ou la couleur c'est mieux que le sépia, ou le sépia c'est mieux que... Moi je dis, je le fais parce que ça va très très bien avec le style, avec les choses que j'ai envie de transmettre. Notre œil, il est calibré sur la couleur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt pas rendre à la réalité. Je dis, moi, personnellement, parce qu'il y a des gens, moi, j'ai vu, comme on a dit tout de suite, Gruyart ou Bruno Barbet, ils vont passer par là. Tout de suite, ils vont repérer un décor comme ça, parce que d'abord, il y a de la couleur. Quelqu'un qui travaille en noir et blanc, peut-être, il va attendre qu'il y ait des ombres, je sais pas, ou parce que le moment, c'est pas bon, mais il y a quelque chose qui passe. Pour moi, le noir et blanc est un langage direct. Il y a pas, on ne se perd pas dans la couleur. C'est le noir et blanc et la lumière et l'expression des gens ou des situations ou des choses ou des objets. Donc il n'y a pas d'artifice quelque part pour moi. Et je trouve que même si on n'a pas de culture d'image, ici la photo c'est quand même, je parle de photographes marocains la pratiquant et de marocains la regardant. C'est assez récent quand même, parce que début de la photo, c'est vrai que c'était venu avec comme l'architecte, comme le géomètre, comme le géographe, comme le photographe est venu avec l'OT, quoi.
et avec ces instruments nouveaux. Donc c'était des étrangers, des Français, des colons qui étaient photographes. L'objet photographié était le Marocain. Et ça a donné des belles photos maintenant avec le recul. Évidemment, dans mon cas, la question se pose différemment parce que la photographie entre moi et le gamin ou moi et le vieux, avant de prendre la photo, on a communiqué, on a parlé, on a dialogué, elle se fait ou elle se fait pas, mais il y a avant le dialogue, avant la discussion, avant l'échange. Et la photo ne devient plus qu'un prétexte. Souvent, je dis aux gens, et je leur propose et je le fais, que je leur apporte leurs photos. Ils sont assez émus parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être photographiés. Et quand j'apporte la photo, eh ben, ils sont déçus parce que la photo est en noir et blanc, ils l'attendent en couleur, alors ils sont déçus. C'est vieux, ça fait vieux. Ou alors ça fait penser à la photo qu'on a vue de famille, de grand-père, de grands-parents. Et on discute de fait, et ça devient l'émotion du moment, de l'instant. Bon. Entre autres, chaque photo est une histoire, en fait. Pour moi, chaque photo est une histoire. شوف هنا شوف هنا دوروا عندي هنايا يلا اجي ردك بلاصتك دولة وسان ها دولة وسان ولا اجي ردك بلاصتك هو هذا دكتور جمال ها دكتور جمال دكتور جمال اللي كنجيب لك الدواء هو هذا هذه ماكينه ماكينة ديالاش ديال التصوير شحال باش كتشريها بزاف غاليه انت كتكون في سوريا لا لا في السبيطار سبيطار سويسي ديال هي ديال الراس ديال قدال انت جيتي جديد لا قديم قديم انت انت كتهبط دوز السلا كتهبط لعند الطبيب السلا الطبيب ديال السلا لا الطبيب ديال السلا يلا خليتك على خير هاني صافي غتمشي للخدمة ديالك دابا غادي نمشي للخدمه صافي بسلامة يلا هاني بسلامه 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 بسلامة يلا Cette question de l'agressivité dans l'acte photographique, je pense qu'il faut la voir de trois volets. Il y a le photographe, il y a le sujet photographié, et puis il y a les gens qui font la lecture de l'image, ou qui sont présents lors de la prise de vue. Photographier des non-voyants. Pour le photographe, je ne vois pas l'agressivité dans cette question. Le sujet, tant qu'il est d'accord, qu'il accepte, je ne vois pas l'agressivité là dans cette démarche. Alors maintenant, reste l'élément tierce. C'est le sujet qui est là à voir ces images. Alors, il me semble que c'est son histoire personnelle qui est là. C'est-à-dire, il peut facilement accepter et même trouver ces images émouvantes, intéressantes. Peut-être que ça va même le rapprocher de ce monde. Il n'a jamais vu un non-voyant le matin en face d'un miroir pour faire sa toilette matinale, alors que lui, il ne regarde pas. Peut-être que l'image va le rapprocher de ce monde. Comme il peut être vraiment furieux et agressif, et
Et ça, il me semble que ça ne peut être en rapport qu'avec son histoire personnelle. C'est pas facile de fixer comme ça, en une fraction de seconde, quelque chose de fort qui se passe et la matérialiser, et elle est là, la montrer. C'est pas évident du tout. Une émotion, c'est un fragment de seconde. Les choses sont faites que je suis pas habile à bien capter et saisir ces moments. J'aimerais bien le faire. Ça, c'est le monde que j'aime bien. C'est-à-dire, c'est deux mondes, deux personnes, ils sont présents, ils se touchent presque, mais chacune de ces personnes, elle est dans son imaginaire, et puis en plus, il y a une lumière. Chaque fois qu'il me montre des images, je lui dis que jamais elle a de la chance, parce qu'il se trouve toujours dans des moments forts, dans des moments photographiques ou cinématographiques. Mais je lui dis, toi, tu te trouves dans des moments vraiment de bonheur où tu as tout. Il suffit simplement d'aller plus loin. Ça, c'est les photos que j'aime beaucoup, moi. Donc ça, c'est la série que j'aime bien. Voilà, c'est cette série-là, par exemple, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça aussi, parce qu'il y a toute une série. Ça, j'aime bien. Et ça, on voit le côté photographique du photographe, je crois. Parce qu'il ne renseigne pas sur ce qui se passe. C'est pas le documentaire. C'est pas celui qui va venir pour saisir un moment, pour nous montrer, voilà, un moment dans un halqa, une femme qui rentre en transe. Ça, à la limite, ce côté-là, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui l'intéresse, c'est le côté instant. C'est le côté un petit peu que j'ai dit, femme floue au premier plan, avec la moitié, ou plutôt ce côté intérieur de l'image. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Ça, j'ai vraiment... Et là, c'est les images qui sont à la limite du regard, parce que elle est là, Jamal, il est dans un compartiment de train, je pense, et il a un moment à capter, c'est ce moment-là. C'est-à-dire un instant avant ou un instant après, c'est raté. Et en plus, il est présent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'on sent Jamal qu'il est là, parce que le monsieur il est en train de sourire, donc il le sent le photographier. Et toujours quelqu'un avec un instrument, on pense, ça c'est dans l'esprit des gens, qu'il va prendre quelque chose de vous. C'est-à-dire il va vous voler quelque chose. Mais maintenant, dans notre monde moderne, maintenant, non, pas du tout. C'est-à-dire on accepte d'être photographié, et la photographie, il est rentré partout. Et je peux même ajouter que, si vous avez remarqué, le portrait du roi, il est présent partout. Donc, c'est-à-dire, notre roi qui est quand même comment on dit, Amir al-Mouminin. Donc, il est croyants. Oui, donc il est là aussi présent dans les images. Le lien entre la monarchie et la photo a au Maroc une histoire singulière. Au début du siècle, c'est le sultan lui-même qui était passé de l'autre côté de l'appareil et avait appris la technique de la prise de vue. Moulay Abdelaziz était ainsi devenu, d'une certaine façon, le premier photographe marocain. Formé par un instructeur français, Gabriel Vert, un ancien opérateur des Frères Lumière, il avait ajouté la photographie à la panoplie de ses hobbies modernistes comme le téléphone, les tricycles à pétrole et le vélocipède. Ces images familières, prises dans la cour dite des divertissements de son palais de Marrakech et jusque dans son harem, gardé par des matrones noires, sont historiquement une première levée de l'interdit traditionnellement attaché en terre d'islam à la représentation.
la question de l'interdiction de la représentation visuelle est un faux problème, il me semble. Il me semble que c'est un faux problème parce que pour l'islam, je crois que le problème majeur, c'est celui de la parole et de l'écrit. Je crois que dans le livre sacré, il y a une insistance particulière et à plusieurs reprises sur l'inimitabilité du livre et non pas de l'image. À aucun moment, il n'est dit qu'il faut finalement interdire l'image au sens où on l'entend aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a un décalage historique évident, cela va de soi. Ce qui pose problème pour l'islam, c'est l'idolâtrie. C'est cette forme de fétichisme, n'est-ce pas, qui transforme les idoles en objets de croyance. Et c'est pour ça que je dis finalement que le problème de l'idolâtrie, c'est aussi le problème du visuel dont je parle, effectivement. Qu'est-ce que c'est que le visuel? C'est l'idolâtrie. C'est le fait de transformer finalement le réel en quelque chose d'idolâtre, n'est-ce pas? Et inciter, acculer les gens, n'est-ce pas, à prendre le réel pour une vérité. Pour une vérité. C'est ça. C'est la pub, au fond. Hein? La photographie est littéralement envahie par le visible pur, en fait. Hein? Et le fait de réfléchir sur l'invisible à travers un outil réputé, un outil finalement réputé être totalement visible, totalement dans la logique de la représentation figurative, c'est quelque chose qui nous manque. On devrait la développer. On devrait considérer que l'esthétique arabo-musulmane est tout à fait compatible avec la recherche finalement plastique d'avant-garde, n'est-ce pas, dans le cadre de la photographie. On pourrait parfaitement parler de Nadir. Je crois que Nadir aussi, il est dans cette logique disons, une logique qui développe un questionnement effectivement sur le statut du visible photographique. Pour nous, c'est pas un photographe, toi, Amin Nader. C'est un plasticien qui utilise le matériel photographique comme moyen. Lorsqu'on voit ces photos qui sont très belles, pour nous, c'est pas la photographie comme production du réel et du quotidien. Lui et en plus, c'est un cas particulier parce que, à mon avis, il y a presque le seul photographe plasticien qui fait un travail très intéressant sur ce côté-là. Mais il n'est pas photographe. C'est-à-dire, il n'utilise pas... moi, j'ai entendu dire qu'au début, il a commencé à photographier la vie quotidienne. Et puis après, il s'est dirigé vers cette recherche-là, entre solarisation, entre travail sur le négatif, entre travail sur... Mais c'est un plasticien.